I need someone as bizarre as me. You'd be a good match. Rendre visite à quelqu'un qu'on aime dans un hôpital psychiatrique, c'est loin d'être chose facile. Respirer, passer le grand portail, commencer à voir des gens marcher ou se poser dans le parc, les observer un peu mieux, tels des zombies désemparés. Respirer encore. Passer la porte, puis le sas, se faire dépouiller de son sac, de ses clés, de tout objet dangereux, passer la deuxième porte, respirer, encore et encore, et se faire enfermer dans une pièce vide en attendant qu'un infirmier ou une infirmière amène ma sœur jusqu'à moi. Essayer de ne pas penser, de ne pas écouter les sons extérieurs, respirer profondément et attendre, sagement. 15 minutes de visite, à garder un sourire affiché, essayer de parler de n'importe quoi, parler à tout prix pour ne pas laisser place au silence, à l'émotion, parler comme si de rien n'était, même si le dialogue est parfois absent, souvent absent. Les 15 minutes écoulées, le geôlier réapparaît, chacune reprend son couloir, celui qui renvoie à la petite mort et celui qui mène à la vie. Dehors, on s'écroule. Tu dis que les visites qu'on t'a rendues, certains te rendaient visite dans tes séjours d'hospice, et finalement c'est ça qui te reliait à la vie, parce que quelque part, quand vous êtes enfermé là, vous êtes en colonie, ce que tu disais tout à l'heure, vous êtes en colonie mais en cercle fermé, donc avec ses codes, avec ces copinages à un moment donné, mais quand tu sortiras, tu sais que tu ne reverras plus jamais, ou c'est peu probable en tout cas, ces gens-là. Et du coup, ce qui te raccrochait à la vie, ce qui te raccroche quand tu y vas, en tout cas, c'est les visites de dehors. Ce qui raccroche à la vie, c'est le fait de penser qu'on a un enfant dehors qui a besoin de nous. Ce qui raccroche à la vie, c'est de se dire « Ah, il y a quelqu'un qui vient ». Et tout d'un coup, on voit autre chose, un visage différent. Pas un visage qui a été marqué par le médicament, pas un visage de quelqu'un qui nous donne des ordres. Non, vraiment, quand on voit arriver quelqu'un, on voit arriver de l'amour. Et ça c'est pas quelque chose qu'on peut réellement avoir dans ce lieu. Tu vois arriver des suchards des fois aussi, en toute discrétion. Je vois arriver des suchards en toute discrétion, oui. Parce qu'on n'a pas le droit de recevoir de la nourriture, ni des fleurs, ni rien du tout. Et oui, je me suis tapé un suchard, oui, il n'y a pas de souci. Pourquoi vous n'avez pas le droit de recevoir des suchards ou des fleurs ? Alors, bon, c'est un milieu qui se veut médical, hein. C'est un milieu qui est... Enfin, je ne parle pas des hôpitaux ouverts, semi-ouverts. Je parle là des hôpitaux fermés. Les hôpitaux fermés, on n'a pas le droit d'avoir des choses, parce que non seulement on pourrait se les piquer, qui arrive d'ailleurs, c'est ce que tu dis dans ton carnet, que vous piquez plein de trucs. Alors, il y a certaines personnes qui sont là, qui volent. Pas toutes, heureusement. Mais moi, j'ai dû dormir sur mes fringues. Moi, je voulais pas qu'on me les pique. Et ça n'a pas empêché qu'une personne me pique une chemise une fois. Mais bon, si tu amènes du matériel dans les pavillons semi-ouverts, si tu amènes du matériel, je sais pas, moi, je me souviens, il y a quelques années, un MP3 qui était parti. Enfin, bref, ça peut aller du MP3 en passant par la petite culotte. Je veux dire, tu as une femme, elle est là, ça la chatouille, il faut la petite culotte, il faut les maquillages de l'autre. Même les vilaines petites culottes. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Le but, c'est d'avoir quelque chose et de... Voilà, c'est... Il y a des gens, voilà, tu sais pas à qui tu as affaire. Il y en a qui sont honnêtes et puis il y en a qui le sont pas. Et puis il y en a qui n'ont rien à perdre parce qu'ils sont là depuis tellement longtemps que de toute façon, ils le voient, ils se servent. Parce que, qu'est-ce que tu veux ? Il y a le problème tu parlais des visites en pavillon fermé, mais en pavillon ouvert, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de visite non plus. Et donc, ça veut dire, ils n'ont pas de visite, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'argent pour se payer les clopes, ça veut dire qu'ils vont aller taxer, ça veut dire qu'ils vont éventuellement aller prendre les cigarettes dans les cendriers, ça veut dire que, voilà, on a aussi beaucoup de
on a beaucoup de détresse, voilà, il y a de la pauvreté, il y a pas que des gens qui ont de la chance. Alors quand tu dis qu'il n'y a pas de visite, c'est peut-être aussi difficile pour les gens d'aller là-dedans aussi. Je me mets dans la peau de l'autre côté, hein, évidemment, puisque j'y suis. Mais par exemple, on parlait de ton fils. Ton fils, il est venu te voir Mon fils est à venu me voir. l'hôpital. Est-ce que vous en avez parlé vraiment de ça? Est-ce que pour lui, c'était quelque chose de compliqué? Aujourd'hui, il a 19 ans, mais... Alors, Gabriel, mon fils, en fait, mon fils, je l'ai depuis le début. Alors, c'est un peu délicat à dire et certains diront que c'est pas bien. Mais moi, je l'ai responsabilisé depuis le début. Je lui ai appris ce qu'était ma maladie. Je lui ai tout appris. Je ne lui ai rien caché. Il me connaît par cœur. Et voilà, enfin, je voulais juste dire ça. Il est venu me voir à l'hôpital. Il ne s'est jamais senti sur l'hôpital en danger. Il était prévenu, il a toujours été prévenu. Il était content de venir me voir. Il est venu 2 ou 3 fois. Bon, c'est voilà. Donc la difficulté quand on a un enfant et qu'on a cette maladie-là, c'est que il vaut mieux être, comment dire, il vaut mieux être à la hauteur. Voilà, parce que moi, c'est pour mon fils que je dors tous les soirs à 9h. C'est pour être équilibré. C'est pour, voilà, je dors 10 à 12 heures toutes les journées que Dieu fait. Et tous les soirs, 9h pile. Et voilà, c'est pour mon fils que je fais ça. C'est mon fils qui m'a porté. Parce que si je n'étais pas équilibrée, mon fils ne l'était pas non plus. Donc c'est difficile. En même temps, je ne dis pas que ça a été parfait. Je dis que j'ai fait ce que j'ai pu. Après, mon fils n'a jamais eu honte de moi aussi. Parce que je lui ai tellement parlé de ma maladie ou de comment ça se passait, ou que voilà, qu'en fait, bon, j'ai pas parlé que de moi, hein, je parle de mon fils aussi, mais concernant ma maladie en tout cas, il a, il a tellement entendu parler de tout ça, que même, il l'affichait comme, c'est ça qui est incroyable, hein, auprès de ses amis ou des gens qu'il côtoyait, il affichait toujours ma part d'humanité, ma part de... Et voilà, ça m'a toujours fait chaud au cœur et ouais, limite, parce qu'en fait, voilà, j'ai un enfant qui connaît ça et qui ne se moque pas de moi. Et Tu as qui, dit voilà. un truc très joli aussi dans ce carnet, c'est que finalement, c'est lui qui t'a donné la vie. Oui, c'est mon fils qui m'a donné la vie, bien sûr. Bien sûr. J'ai été enceinte, j'avais 27 ans, je l'ai eu à 28 ans. Et jusque-là, j'avais aucun repère, j'avais personne qui m'aidait à savoir, à connaître ma maladie. J'avais des gens autour de moi qui ne me voyaient que par le prisme du médicament que je prenais, sans apprendre ce qu'il faudrait pour moi, comment je devrais. Personne ne m'aidait, dans la mesure où personne ne comprenait. Et moi, je surnageais, je faisais ce que je pouvais pour être là, les yeux ouverts au monde, mais je sentais bien voilà. Et quand j'ai mis mon fils au monde, je sais que, comme toute mère, hein, j'imagine, mais moi, quand j'ai mis au monde, je me suis dit doublement, tu vas devoir trouver tous les courages pour toi, pour avoir le courage pour lui. Parce que tu mets au monde un enfant et tu dois être là pour lui. Donc, tu t'occupes de toi et correctement. Comme ça, ton fils ne manquera de rien. Il fallait que je surmonte, moi, mes soucis pour que mon fils soit... Voilà. Après, bon, tu vois ce que je veux dire. Oui, ce que je voulais dire qui est important, c'est que mon fils n'a jamais eu peur de moi, parce que les gens ont tendance à dire elle est folle. Voilà, s'ils ne me connaissent pas, ils disent elle est folle. Bien que les hospices, j'en fais une tous les 5 ans, bon. Mais ils ont tendance à dire ça. Et mon fils, lui, il me respecte. Alors les fois où il a été angoissé, bien sûr, c'est l'angoisse de séparation. C'est arrivé, mais mon fils m'a toujours retrouvée. Et l'angoisse de séparation, c'est parce qu'il m'aime. C'est pas... voilà. Donc oui, c'est dur pour lui. Oui, c'est dur pour moi.
Moi, la seule fois, ou l'une des seules fois, je pleure pas, moi. Je pleure jamais. Par exemple, de mes 4 ans à mes 24, 5 ans, de mes 4 ans à mes 24 ans, j'ai pas pleuré une seule goutte. Voilà. Aucune goutte. J'ai dû pleurer 3 fois dans ma vie. Et la fois où j'ai pleuré à chaudes larmes, ben, c'était en pavillon fermé, parce que j'avais peur de ne pas le revoir. Et ça, c'est... Et pourtant, ben voilà, je suis encore là, il est encore là. Et... c'est tout. Décider d'avoir un enfant et tout faire pour tomber enceinte lorsqu'on est bipolaire, ce n'est pas une décision anodine. Quelle force faut-il pour en parler à son médecin, pour trouver ensemble des solutions, en sachant évidemment que l'hôpital ne sera pas une option puisque changement de traitement. Ma sœur l'a fait, on a tous croisé les doigts et au final, ça s'est très bien passé. Joli cadeau de la vie. Du coup, en fait, donc moi je voulais avoir un enfant, donc je vais voir le psychiatre, je lui dis excusez-moi, je voudrais avoir un enfant, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il faut arrêter les médicaments, de quelle façon, est-ce qu'il faut prendre un palliatif, machin, et est-ce que j'ai le droit finalement, puisque je suis madame médicament depuis tellement longtemps. Et le psy me dit oui, 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 très très bien. Alors je vais contacter, il a contacté des pontes à Paris et tout ça, les gens très machin. Il s'investit et tout, et puis finit par me dire bon, bah, écoutez, vous allez faire ça, prendre ce palliatif-là, et puis on enlève ça, et puis ça devrait bien aller, et puis voilà, vous inquiétez pas, voilà. Donc moi je tombe enceinte, au bout de 10 mois, très bien, tout va bien. On me dit, à partir du moment, on me dit juste avant que je tombe enceinte, oui, oui, c'est bien, c'est cool, mais surtout, il faut que vous retourniez à l'hôpital, mais faites attention de ne pas revenir à l'hôpital avant 3 mois de vie fétale. Parce que sinon, votre enfant, ben, il aura un membre en moins ou deux. Enfin, il sera un petit peu, tu vois, voilà. J'ai dit, bon, d'accord, c'est sympa, j'aurais voulu savoir avant, parce que peut-être que j'aurais pas pris le, tu vois, j'aurais pas pris le risque. Bah oui, pour lui. Bon, bref, donc, une chose bien faite. J'ai atterri à l'hôpital à 4 mois et demi, un truc comme ça, 4 mois et demi, 5 mois de grossesse. Très très bien. Je fais mon hospice, et puis je sors. Et puis je sors, et puis 15 jours après, allez hop, il y a lui. Il y a lui, Romain Dury. Romain Dury, ben, il était... alors ça, c'est pour la petite explication. C'était un homme qui avait de la schizophrénie, qui était assez violent. Sa mère téléphone à l'hôpital et lui dit il est en crise, prenez-le. L'hôpital refuse. L'hôpital refuse parce qu'il n'y a pas assez de lits. Voilà, il n'y a pas assez de lits. Il n'y a pas assez de lits, et voilà. Et donc on le refuse. Et bien 15 jours après mon départ de l'hôpital, il est arrivé. Il a... C'est affreux ce que je vais vous dire, mais bon, je vais vous le dire. Il a décapité une infirmière, il a mis la tête sur la télé. Et après, il a commencé à achever la deuxième, qui est morte de ses blessures et qui... Voilà. Et toutes les deux, voilà. Donc c'était affreux. Et moi, quand j'ai entendu ça, je peux vous dire... Parce qu'en fait, à 15 jours près, j'aurais pu être devant cet homme et mon fils ne serait pas là, peut-être. Et moi non plus pour en parler. Et ça fait très mal. Ouais, ouais.